Il semblerait que toute cette beauté livresque empilée çà et là dans la maison heurte l'œil de certaines personnes. Et la dite personne fait dire que c'est l'heure de book haul. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mon book haul du printemps 2023. La dernière fois que je me suis assise ici pour vous parler des livres que j'avais reçus, achetés, bref, tout ce qui est arrivé, tout ce qui m'avait sauté dans les mains, on était fin mars ou début d'avril. Je pensais avoir été fort sage depuis, mais je dois me rendre à l'évidence, il semblerait que non, ou alors que mon idée de la sagesse soit bien différente du commun des mortels, donc j'ai plein de trucs à vous montrer, tous des trucs qui me tentent. Quand je vais les lire, ça, c'est une autre histoire. Comme d'habitude, on va commencer par les livres en français, l'adulte d'abord, la jeunesse ensuite. On va passer aux livres en anglais et on va terminer avec ce qui me vient des box, ce qui est là ici. Et je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je vais le découvrir avec vous, as usual. Si vous êtes un vieux de la vieille sur cette chaîne, vous savez que ce que j'aime le plus au monde quand je fais des vidéos, c'est d'avoir des commentaires parce que j'aime parler de livres, j'aime en parler avec vous. Donc, si vous voyez des trucs que je vous présente, que vous avez lus, que vous avez envie de lire, que vous avez aimé, détesté, oui, même détesté, n'hésitez pas parce que souvent, moi, c'est les avis négatifs qui me donnent le goût de lire un livre. Faut pas se poser de questions. Bref, peu importe ce cas de figure, écrivez-moi un commentaire, on va en discuter et ça va me faire plaisir dans mon petit cœur. En avril, je suis allée au Japon. Je le sais, ça fait 100 fois que je le dis, mais ça a tellement influencé ma lecture, ma vie de lectrice, autant en termes de choix de lecture que de rythme de lecture, surtout de rythme de lecture, qu'il me semble que c'est souvent un élément pertinent à mentionner. Bref, quand je suis revenue, j'avais envie de littérature japonaise. Je me suis donc lâchée lousse, vous allez voir. C'est pas si pire que ça, en fait. Non, c'est pas si pire que ça. Je voulais absolument une version papier du Pavillon d'or de Yukio Mishima. Je vous en ai déjà parlé dans mon très court bilan lecture qui, si tout va comme je veux, devrait être sorti pour vous la semaine passée au moment où vous verrez cette vidéo. Ouais, c'est compliqué ma vie. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller voir cette vidéo-là où je peux vous dire rapidement que c'est l'histoire imaginée par Yukio Mishima du jeune moine qui a fait brûler le Pavillon d'or en 1950. C'est une histoire vraie, mais je suis pas sûre si tout ce qu'il y avait dans sa tête, c'était vrai. Allez voir ce que j'en ai pensé. Oui, je vous donne un ordre. Allez-y. Ensuite, vous allez voir, j'ai de la suite dans les idées parce que j'ai pris Confession d'un masque, toujours de Mishima, qui est un personnage qui me fascine de plus en plus. J'en ai entendu parler là-bas, puis depuis ce temps-là, je vais tout lire en plus, il y a une plume qui me plaît énormément. Et ici, c'est un récit autobiographique. Et c'est l'histoire d'un garçon qui s'éveille à la sensualité en regardant des photos de Saint-Sébastien. Ouais, je sais, c'est celui qui a des flèches là partout. Ça nous donne une idée du personnage, mais je crois que ça parle surtout de la découverte de l'homosexualité d'un jeune garçon dans un Japon très conformiste, celui de son époque. Et en plus de ça, Mishima, c'est un être qui était très conformiste. C'est vraiment étrange la dualité de ce personnage-là, donc je suis hyper curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On continue avec mes idées monomaniaques parce que j'ai ici un essai de Marguerite Yourcenar, Mishima ou la vision du vide, parce que j'aime Yourcenar, parce que Mishima m'intrigue, elle tente de décrypter sa psyché, sa psychologie, en mettant au jour ses ambitions, ses triomphes et ses désastres intérieurs. Je vais lire Confession d'un masque avant et ensuite je verrai l'opinion de Marguerite Yourcenar. J'ai hâte de voir. Dans mon bilan lecture de mai, vous allez voir que j'ai lu Le miroir des courtisanes de cette autrice-là qui s'appelle Sawako Ariyoshi. Si vous êtes trop pressé, mon avis est déjà sur le blog. Sur le blog, souvent, plusieurs semaines d'avance. J'ai beaucoup aimé Le miroir des courtisanes, donc j'ai décidé de découvrir son œuvre un peu davantage avec Le crépuscule de Shigezo. Et mon ordinateur, là, il est fermé, puis il fait du bruit quand même. C'est ça que vous entendez. Je suis désolée si ça vous gosse. Dans ce roman-ci, on parle d'une famille de classe moyenne japonaise. Je crois que ça commence au début des années 70. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui raconte l'histoire de sa mère. Sa mère était un peu l'esclave de son beau-père, qui était un homme très irascible. Et là, le beau-père en question, il se retrouve vieux, un peu sénile, et c'est sa belle-fille qui doit s'occuper de lui. J'imagine que ça va être une très belle réflexion sur la condition de la femme au Japon. J'aime comment elle écrit, c'est hyper accessible, donc ça me tente de lire. Je vous mets un peu en contexte pour expliquer l'achat du prochain roman. En fait, j'étais avec une amie et je lui disais que j'étais rendue avec un cœur de pierre dans mes livres, que je ne pleurais plus jamais, que j'étais vieille et aigrie, et elle m'a dit « Il faut que tu lises Le tombeau des lucioles ».
Oui, je sais, c'est un film. Non, je l'ai pas vu. On m'a dit que j'allais brailler ma vie. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. C'est tout ce que je sais, puis je vais voir. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous pensez que je vais pleurer? Vous me direz. Pour rester dans le japonais, j'ai ici un roman de Yusuke Kishi. C'est celui qui a écrit La leçon du mal dont je vous ai parlé dans ma vidéo Bilan du mois d'avril. Ce roman-ci, c'est La Maison Noire et c'est l'histoire de quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'assurance et qui traque les erreurs, les incohérences dans les avis de décès parce que il faudrait surtout pas que le pauvre monde essaye de... J'allais dire crosser, c'est pas un bon mot, hein? C'est pas un bon mot. De flouer leur assureur. Sauf qu'un jour, il va avoir un dossier qui le dépasse, il va avoir un truc qui est épouvantable et il va se dire c'est bizarre quand même tout ça, c'est bizarre. Et il va décider d'enquêter parce que lui, il n'est pas question qu'il laisse comme ça un dossier dont tous les fils ne sont pas noués. Et ça dit que c'est sombre, dérangeant, une plongée horrifique et jubilatoire dans les méandres de la psyché humaine. Avec ce que j'ai lu de l'auteur, j'imagine que ça peut être sombre, j'imagine. Bon, on sort du Japon et on va y aller avec De purs hommes de Mohamed Mbougar Sarr. C'est celui qui a écrit La plus secrète mémoire des hommes. C'est un roman que j'avais adoré. Je pense que c'était mon livre préféré de 2022 ou de 2021, je sais pas. Ici, c'est très court et ça parle d'un homme qui voit une vidéo virale qui se passe au Sénégal et c'est un homme qui est déterré et traîné par la foule. Lui, ça va vraiment le perturber et il va décider de voir qui était cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a pu mener les gens à ce déferlement de violence. Je crois que ça parle d'homosexualité, c'est le mois des fiertés, on est en juin, je vais essayer de le lire ce mois-ci. Ensuite, j'ai ici Le dernier été de Gustave Mahler de Laurent Sagalovic. Et ce livre-là, je l'ai choisi parce que Mahler, tu sais, on dirait que quand je vois des trucs autour de musiciens, d'écrivains, de peintres, je ne peux pas résister, je ne peux pas, il me les faut. En plus, j'ai lu récemment Le magicien de Contoibin où il était question de Alma Mahler, qui est la femme de Gustave Mahler, et c'était quand même tout un personnage, entre autres avec tout ce qui s'est passé pendant la guerre, ses prises de position. J'ai hâte de voir comment c'est traité. Et là-dedans, on nous dit que l'amant de Alma Mahler a envoyé une lettre par erreur à Gustave au lieu d'à elle. En fait, ils se font pogner et elle ne sait plus quoi faire parce que Gustave Mahler, au niveau santé mentale, c'était so-so également. Elle avait peur pour lui, mais avec son amant, elle se sentait revivre. Que va-t-il arriver? Et je pense que c'est ce qui va nous être raconté dans ce roman-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune espèce d'idée. Nous verrons, je ferai des recherches quand je le lirai. Pour rester dans la même talle, on a ici La vie après Kafka de Magdalena Platsova. Et ça raconte pas l'histoire de Kafka, ça raconte la vie de Félicée, qui était une femme qui a été fiancée 2 fois à Kafka. D'ailleurs, si on lit la correspondance de l'écrivain, il y a des lettres à Félicée. J'ai toujours prononcé Félicée. Vous me direz si c'est comme ça que ça se prononce. Et cette femme-là, elle a dû fuir les nazis comme tant d'autres. Et l'histoire commence quand quelqu'un qui se présente comme le fils de Kafka va la voir. Et là, le psychodrame autour des fameuses lettres à Félicée va commencer. J'imagine que ça va être rempli de souvenirs de Kafka, qui va avoir un côté un peu nostalgique aussi, tous ces gens qui ont vécu l'avant-guerre, comment c'était. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et la couverture, elle est vraiment belle. C'est New York, hein, c'est pas la République tchèque parce que Félicée, elle est partie et elle est allée aux États-Unis. On continue avec « J'ai quelques questions à vous poser » de Rebecca Makkai. Rebecca Makkai, c'est celle qui a écrit Les Optimistes, qui traitait de la crise du sida. Il est là, je le vois, mais est-ce que je l'ai lu? Mais bien sûr que non. J'en ai entendu tellement de bien, mais j'ai peur d'être déçue, fait que je l'ai pas lu. Je vous l'ai dit que des fois dans ma tête, il y avait des bizarres de chemins qui se prenaient. Ici, ce qui m'a tenté dans ce roman-là, c'est qu'il avait l'air d'avoir des vibes Dark Academia. En fait, c'est l'histoire d'une podcasteuse à succès qui retourne dans le pensionnat très huppé où elle a étudié. Et pendant ses études, sa coloc, celle qui partageait sa chambre, a été assassinée. Elle a vécu ça très difficilement, vous pouvez vous imaginer. Et là, j'imagine qu'elle va chercher à savoir ce qui s'est passé 20 ans plus tard. D'après moi, ça va traiter de féminicide, de mémoire collective, de toutes les passe-passe que certaines institutions font pour avoir l'air blanche comme neige. Nous verrons, mais ça me tente. Je risque de le lire avant l'autre. Une autrice que je connais parce que j'ai lu et aimé La dernière maison avant les bois, j'ai ici Mirror Bay de Catriona Ward. Si je regarde là, ce roman-là a tout pour me plaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça parle de 3 adolescents qui se rencontrent, qui deviennent inséparables. Au départ, le tableau a l'air idyllique, sauf qu'il y a le corps d'une jeune femme noyée qu'on n'aurait pas retrouvée. Et en plus de ça, il y a un genre de pervers qui rentre dans les maisons pour aller photographier les enfants dans leur sommeil. Bref, ça va vraiment pas si bien que ça. Tu sais, l'idylle là, non. Oui, mais non.
Et ce roman-là, c'est l'un des adolescents qui, plusieurs années plus tard, va rédiger ses mémoires. J'ai très hâte de voir comment ça va être exécuté. Tu sais, fin de l'enfance, nostalgie, truc un peu horrible qui va tout faire s'effondrer. Je dois être un peu cruelle dans mon cœur. On continue avec Service après-mort de Christophe Wojcik. Et bien entendu, c'est le squelette sur la couverture qui m'a tenté. C'est un très court roman. Il paraît que c'est un roman noir très très drôle. Avec moi, ça passe ou ça casse, mais j'étais curieuse. C'est un homme qui a décidé de monter une petite entreprise. Lui, il rédige des oraisons funèbres. Il manquera jamais de job, on s'entend-tu? Sauf qu'un jour, il va rencontrer une infirmière un peu mystérieuse qui, elle, accompagne des patients en fin de vie. Et là, il y a un piège qui est supposé se refermer. Je sais pas du tout quel piège ça peut bien être, mais nous verrons, et c'est court, donc oui, pourquoi pas. Le prochain roman a été choisi parce que c'est Joyce Carol Oates et ça s'appelle 48 indices sur la disparition de ma sœur. Encore une fois, c'est un mystère qui est assez vieux, qui va peut-être ou peut-être pas être résolu. En fait, Marguerite Fulmer ou Fulmer était une artiste à qui tout réussissait, tout allait bien, c'est Golden Child. Et un jour, elle a quitté la maison et elle est jamais revenue, on l'a jamais retrouvée. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Sa sœur, elle, c'est le mouton noir de la famille et c'est elle qui va décider de trouver qu'est-ce qui a pu arriver à cette sœur-là que tout le monde a mis sur un piédestal. Et si on lit en arrière, ça a l'air d'une narration particulière. On parle d'une narration en kaléidoscope. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime ça, les narrations bizarres. Ici, on a 48 chapitres. Est-ce qu'on va faire la lumière sur cette disparition ou pas? C'est un mystère et je vais le découvrir un jour. Si on continue, comme plusieurs, j'ai craqué pour cette belle et magnifique édition de Émilie de la Nouvelle Lune qui s'appelle, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, Émilie de New Moon. En fait, c'est le nom de la maison, là. Faut pas se poser de questions. En anglais, c'est New Moon, puis en français, dans mon édition à moi, il avait appelé ça la Nouvelle Lune. La plupart d'entre vous connaissez maintenant l'histoire d'Anne, cette petite orpheline rousse tellement pétillante. Émilie est également orpheline, mais elle est un peu plus calme, un peu plus posée. Et Émilie, elle veut devenir poète. Moi, Émilie, je l'aime, je l'adore, je me suis tellement identifiée à ce personnage-là quand j'étais plus jeune. C'est une trilogie, on la suit de l'enfance au début de l'âge adulte avec ses deux meilleurs amis, Ilse et Teddy. On suit aussi son chemin, tout ce qu'elle fait pour devenir écrivaine, alors qu'elle habite dans une ferme isolée à l'île du Prince-Édouard avec tante Laura et tante Elisabeth. C'est ceux qui aiment les livres, qui parlent de livres, les livres qui parlent d'enfants qui veulent devenir écrivains. Lisez ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime tellement ça, là, c'est fou. Un tome 2 que je veux lire en anglais depuis des années. Il est sorti en français, c'est La guerre du jade, c'est la suite de La cité de jade, je crois. C'est de Fonda Lee. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, oui, je sais pourquoi. Je ne l'ai pas encore lu, mais là, je me dis qu'il est sorti en français. Il faut que je le lise, sinon je vais me faire spoiler. Spoiler. Spoiler, c'est officiel. On est donc sur une île avec une culture orientale. Ça ressemble un peu à la Chine à cause du jade, mais c'est une île. Bref, c'est un monde de fantaisie. Et là-dedans, on a deux clans un peu mafieux qui s'affrontent. Et ce qui donne de la puissance, ce qui donne du pouvoir, c'est le jade. Le premier tome est plein d'action. C'est de la politique, c'est des alliances, c'est des trahisons. Si vous aimez ce type d'atmosphère-là, c'est hyper bien fait. Sérieusement, puis il paraît que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. J'ai ici Les Ardents de Alice Wynne, qui semble être un récit de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Tout ce qu'ils disent en arrière, c'est que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, pour prouver sa loyauté et son état de mâle, décide de s'engager dans l'armée. Parce que oui, lui, il y a un de ses amis là, qui est aussi un homme qui lui fait un drôle d'effet. Et dans ce temps-là, ben c'était pas bien, il fallait pas. Donc, comme lui, homme, lui puissant, lui allait tuer des gens à la guerre. Sauf que bientôt, l'ami en question va aller le rejoindre et la plupart des gens aussi. Et je pense que ça va virer en histoire de guerre. On va rencontrer des jeunes qui ont été élevés un peu dans la ouate, qui n'étaient pas du tout prêts à faire face aux horreurs de la guerre. En fait, je sais pas trop de quoi ça parle, mais ouais, des amours entre garçons pendant la Première Guerre mondiale, ça ne peut que m'intéresser.
On y va avec un roman de R.G. Ellery que j'ai pris parce que c'est cet auteur-là. Moi, j'ai tripé sur Seul le silence au départ et depuis ce temps-là, j'essaye toujours de retrouver cette sensation que j'ai pas encore retrouvée mais que j'espère trouver. Ici, on est dans les Appalaches aux États-Unis, royaume de plusieurs personnes qui vivent dans la misère. Et on a un personnage principal qui est shérif en Géorgie. Tout ce qui lui reste au monde, c'est son frère. Son frère va mourir assassiné. Et là, il va faire une drôle de découverte, c'est que son frère, là, il y avait une famille ailleurs. Une ex-femme puis une nièce. Vous pouvez vous imaginer qu'il va d'autant plus vouloir faire la lumière sur ce qui s'est passé avec son frère, sauf qu'on est dans des petits villages isolés des Appalaches. Ça va pas toujours bien dans ces petits villages-là. Il y a de la corruption, il y a de la drogue partout, et bien il y a du monde qui vont commencer à mourir. Secret de famille, enquête, atmosphère réussie, pourquoi pas? Bon, c'est Karine du futur, je m'excuse, il y a un petit changement de cadre. J'ai réalisé que j'avais oublié 3 livres, puis ça me gossait. Fait que je suis revenue, puis ben je vous les montre. Ici, j'ai Luxé de Laurence Provencher, c'est chez Québec-Amérique, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne se souvient plus d'une grande partie de sa vie. En fait, elle est certaine d'être victime d'un dédoublement de personnalité. Sauf que, dédoublement de personnalité ou pas, elle doit être haute à l'école, et en plus, il y a sa mère qui semble être tout un numéro et il faudrait surtout pas la décevoir. C'est un roman de 2024 qui me tentait bien. J'avais oublié que je l'avais reçu et là je l'ai, donc je vais le lire bientôt. Autre roman que je devrais probablement lire en juin parce que je veux quand même finir des séries pour embarquer un peu informellement dans le challenge de A Book and a Cup. Donc, j'ai ici cette édition de Celui qui noya le monde, c'est de Shelley Parker Chan. Moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous le montre là. Très très beau jaspage. Et à l'intérieur, c'est super beau aussi. Et on a le livre ici, beau, qui fait des effets tout shiny. C'est un roman qui se passe en Chine. Il y a un tout petit peu de fantastique, mais pas tant. C'est une réécriture de la montée au pouvoir de la dynastie Ming. Et le personnage principal est très très ambigu. Et ben, comme je le disais, j'avais bien aimé le tome 1. En fait, non, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc, why not? Finalement, dernier roman en français adulte de cette vidéo, c'est La Brèche, c'est de Joanne Pelletier et c'est une blogueuse que je connais depuis des années qui s'appelle Suzanne, en fait je la connais par blog interposé, Suzanne de Entre les lignes et elle m'a écrit pour me dire « Écoute, je viens de lire un roman, je pense vraiment que ça pourrait te plaire, je vais te l'envoyer. » J'avoue que j'ai eu peur pour elle parce qu'il est lourd. Et la poste au Québec, ça coûte cher. Elle pensait vraiment que ça pourrait me plaire, donc ben j'ai dit oui. Et maintenant, j'ai ce roman-là. Ce que ça dit, c'est « Ils sont 6 êtres aux qualités exceptionnelles. Il y a 5000 ans, ils se sont portés volontaires pour une redoutable mission dont aucun d'eux n'a le souvenir. Or, le temps est venu. » C'est l'histoire d'une jeune enseignante qui va avoir 25 ans, qui s'en va dans sa famille, l'endroit où elle a grandi, l'endroit où elle est née, c'est tout ça? En tout cas, elle va voir sa grand-mère et là, l'univers va basculer et j'imagine qu'elle va être obligée de sauver le monde parce qu'elle doit être une des 6. Mais j'en sais absolument rien, je n'en ai entendu parler nulle part, donc oui, je suis curieuse. Par contre, je vais avoir de la misère, ça va être dur pour ma tendinite du pouce, ça va être dur. On reste en français, mais en jeunesse cette fois. Du moins, je pense que c'est de la jeunesse parce que je n'ai pas lu tous les résumés. Je sais, c'est mal. J'ai donc reçu en envoi surprise le tome 1 des chroniques castellanes de Cassandra Clare qui s'appelle Le Parlame. J'ai lu plusieurs romans de cette autrice-là. J'ai arrêté de la suivre depuis un bon petit bout de temps, mais sa trilogie un peu steampunk, c'est le triangle amoureux le mieux écrit que j'ai trouvé. Moi, j'ai adoré cette trilogie-là. Un peu moins le reste, mais ça se lit hyper bien. Habituellement, c'est très addictif, donc je ne serais pas contre retourner dans ces mondes à elle. Dites-moi ceux qui l'ont lu, est-ce que c'est bien? Parce que là, je suis pas sûre si ça m'aurait tenté tant que ça au départ. Je viens de nasaliser le A de ça, je suis désolée. Donc, la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, qu'elle est choisie pour être Parlame, c'est-à-dire prendre les coups à la place du roi, du prince, la doublure du prince héritier. Et on a un autre personnage qui s'appelle Lynn, qui est doctoresse, qui a le pouvoir de guérir, mais la personne qu'elle voudrait guérir, elle ne peut pas parce qu'il faudrait qu'elle accède à des pouvoirs interdits ou des connaissances interdites. Et ils vont être approchés par le roi et il va leur proposer un truc et il semble avoir un truc qui menace l'univers. Bon, si c'était pas Cassandra Clare et si je savais pas qu'elle était capable de construire des trucs qui sont quand même assez haletants, ça me semble tellement convenu comme scénario de départ que je sais pas si je serais tentée. Mais dites-moi, est-ce que ça vaut le coup? Toujours en envoi surprise, j'ai reçu les 7 saints sans visage de M.K. Lobb.
Ça me dit quelque chose. J'ai peut-être reçu ça dans une box il y a quelques années. Peut-être. Mais je suis trop paresseuse pour chercher, fait que je vous le dirai peut-être un jour. Ça fait beaucoup de peut-être. Encore une fois, c'est pas un roman que j'aurais probablement choisi par moi-même parce que ça me semble, encore une fois, assez convenu comme mise en situation. On parle là d'un royaume où on a des gens qui sont pourvus de pouvoir qui sont là, des gens qui en sont dépourvus qui en sont là. Eux, ils sont pauvres puis ils sont envoyés au front, les autres, ils ont tout. T'sais, on a déjà vu ça, là, on avoue. On a une jeune fille qui est bénie par les saints, mais qui refuse ses privilèges. Un jeune garçon qui est chef de la sécurité au palais. Et lui, il doit servir les saints, ceux qui bénissent les gens, de façon indéfectible. Sauf qu'à un moment donné, il y a des bénis et des défavorisés qui vont se retrouver assassinés et ils vont devoir trouver pourquoi. Et ça a l'air que même les saints ont peur. Que se passe-t-il? Si vous avez lu, dites-moi, est-ce que ça vaut le coup? On continue avec un roman d'un auteur espagnol qui s'appelle David B. Gil, 8 millions de dieux, mais il y a une théorie ici qui montre que ça se passe au Japon. On est donc, encore une fois, dans le Japon médiéval. Je vous avais dit que c'était fini le Japon, hein, mais je vous ai fait des menteries en fait, mais il n'est pas japonais. Donc, on a un père espagnol qui a été formé au Japon. On lui demande d'y retourner parce qu'il y a des prêtres jésuites qui sont assassinés au Japon. On n'est quand même pas surpris. Lui, son mandat, c'est de trouver qui a bien pu assassiner ces prêtres-là et pourquoi. On a également un jeune japonais qui se voit octroyer une tâche, mais ma foi fort ingrate, de protéger un drôle d'étranger au gros nez qui débarque. C'est moi le gros nez, hein, c'est pas écrit. Mais soudain, il se rend compte que il y a quelqu'un qui essaie d'empêcher le prêtre Martin de faire ses recherches. Roman historique, Japon. On est au 16e siècle et c'est l'ère Tenshō au Japon. Je ne sais pas si on va trouver des personnages historiques, je l'espère, mais je pensais que c'était de la jeunesse, mais non en fait. Dites-moi. C'est tout ce que j'avais en français et maintenant on va passer au roman en anglais et je commence par vous montrer les romans que j'ai déjà lus mais que je voulais en papier ou dans une plus belle édition. Ouais, je suis futile comme fille, vraiment. Je vous montre donc ces très belles éditions des romans de Erin Morgenstern, The Night Circus, qui est le cirque des rêves, et The Starless Sea, qui est la mer sans étoiles. J'ai adoré les deux, peut-être un petit peu plus celui-là, mais les deux sont très bien. Ça a été édité par Fairyloot, ils sont trop beaux. Si je vous montre ici le jaspage, c'est super beau. À l'intérieur, celui-ci, il est rouge comme ça, et la mer sans étoiles, lui, il est blanc. Ça ressemble à ça. Entendons-nous, ils sont tombés exactement dans mon créneau marketing, des livres que j'aime, que j'ai déjà lus et que je veux avoir dans de belles éditions. Ils m'ont eu, je suis faible. J'ai ici une très belle édition du Seigneur des Anneaux. Donc, quand j'ai vu cette édition-là du Hobbit avec le même genre de truc ici, le même genre d'écriture en jaspage, je n'ai pas pu résister. Si j'enlève la jaquette, c'est comme ça ici. C'est pas tout à fait la même édition que ce que j'ai parce que le mien, il y a un trou pour voir à l'intérieur, là, mais c'est pas grave, c'est très beau quand même. Et en plus, à l'intérieur, il y a des illustrations de Tolkien. Je peux vous montrer celle-là également. C'était impossible de résister. Tu sais, ça fait limite partie de ma culture et de ma généalogie de lectrice. Il fallait. L'année dernière, dans mes favoris, il y avait ça de Stephen King et étonnamment, je ne l'avais pas encore en version papier. Je me suis dit que je voulais faire une photo. Il me faut une photo sur Instagram avec ça. Encore une fois, ce sont des considérations hautement existentielles, mais c'est un roman d'horreur qui parle de la fin de l'enfance. C'est Stephen King, j'ai adoré ça. C'est super long, je l'ai lu en liseuse, c'est pas pour rien parce que sincèrement, plus de 1000 pages. Mon pouce, je vous l'ai expliqué, je suis hyper laxe, hein? Regardez mes doigts là, c'est dégueu, hein? Mais ça fait que un gros livre, j'ai de la misère. J'ai également le roman de Miriam J.A. Chansey qui s'appelle What Storm, What Thunder. Je vous en ai parlé dans mon bilan de mars. En fait, ça s'appelle Voix tonnerre éclair ou Voix éclair tonnerre. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ça parle du post-séisme de 2010 en Haïti. C'est une voix haïtienne, en fait, d'origine haïtienne. Et j'en voulais une version papier pour pouvoir le mettre un petit peu plus à l'honneur. Je suis bonne de me trouver des raisons. Trouvez-vous que j'ai le tour? Même moi, je trouve que je me conte des histoires des fois. Dans les choses que je n'ai pas lues, j'ai 4 tomes d'une même série, mais je suis tombée sur une aubaine. Je pouvais pas
pas les prendre, voyez-vous. C'est les 4 tomes de la série Terra Ignota de Ada Palmer. C'est de la science-fiction, c'est un mélange d'utopie et de dystopie. Ça date de quelques années. Des fois, la science-fiction, je sais, ça ne vieillit pas toujours bien parce que la façon de penser, les causes qu'on veut défendre, ça change, c'est différent. Des fois, ça se peut qu'on se trouve avec des propos qui étaient très, très avant-gardistes il y a quelques années, mais qui ne le sont plus. Et ce roman-là, il date de 2016. C'est pas si loin, mais quand même. Mais je le voulais parce qu'on m'avait dit que c'était génial. Ça commence avec 2 personnages principaux, Mycroft Canner qui est un prisonnier. Lui, sa peine, c'est d'aller par les routes et de faire des bontés à tous ceux qu'il rencontre. En fait, il n'est pas prisonnier, il est convict. Et on a Carlyle qui est un conseiller spirituel parce que la religion est maintenant illégale, mais ça veut pas dire que les gens ont pas des réflexions et qui n'ont pas un besoin de conseils au niveau de la spiritualité. Ce monde-là semble assez bien fonctionner, mais un jour, ils vont rencontrer un jeune homme qui peut, lui, faire se réaliser tous ses vœux comme ça et qui peut même rendre des objets inanimés vivants. Et ça, ben, ça risque de secouer drôlement les règles de cette société-là qui a l'air, somme toute, assez codée. Je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur des oui-dire. Si vous l'avez lu, dites-moi si les thèses qui sont défendues sont passées ou ils sont encore actuels. Dites-moi, je veux savoir avant de commencer. Je viens de vous montrer le tome 1, on a le tome 2, Seven Surrenders, le tome 3, The Will to Battle, et le tome 4, Perhaps the Stars. J'ai ici The Bone Orchard de Sarah Mueller. Ça, c'est la couverture. On dirait que j'ai un faible pour les squelettes et les lapins. En plus, il y a un petit champignon ici, là. Je sais pas si vous voyez, des fleurs. Ça me tentait. Est-ce que j'ai une idée de quoi ça parle? Absolument pas. Découvrons-le ensemble. Oh mon Dieu, que je suis pas sûre, j'aurais dû lire le résumé. Oh my god. C'est l'histoire de Charm qui est prise dans un palais. Elle a l'air la concubine d'un roi, d'un empereur. Et dans ce palais-là, les arbres et les fleurs poussent sur des ossements remplis de secrets. C'est ben maléfique. Et en plus, dans le palais, elle est pognée avec ses 5 fils qui sont 5 horreurs. Attends, je vous dis leur nom. Shame, Justice, Desire, Pride and Pain. Ça promet. Sauf qu'un jour, l'empereur l'appelle et lui dit « Écoute, t'as pas le choix, tu dois découvrir qui m'a tué et choisir à qui de mes horreurs de fils je vais léguer le royaume. » Ça doit y faire plaisir, c'est fou. Que va-t-elle faire? C'est ce qui se passe là-dedans. Excusez, là, mais ça m'intéresse zéro, mais pourquoi j'ai pris ça? Je me fascine moi-même. Ensuite, celui-là, je sais pourquoi je l'ai pris, c'est House of Hunger d'Alexis Henderson, et je l'ai pris parce qu'il paraît que c'est un roman gothique. Ouais, je vous disais que je le savais, je sais pas trop de quoi ça parle, mais tu sais, roman gothique ou roman Dark Academia, habituellement, c'est winner. Et ici, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, pour se sortir de sa misère, décide de devenir Blonde Maid. C'est-à-dire que dans les contrées du Nord, il y a des riches débauchés qui se nourrissent du sang de leurs serviteurs et elle, décide de s'en aller là. Mais elle sait pas trop dans quoi qu'elle s'embarque. Et j'imagine que c'est encore pire que ce qu'elle croyait parce qu'elle va devoir sauver sa peau. Roman gothique, ça peut me plaire. Même si ma phase vampire est passée depuis une bonne dizaine d'années, mais bon. On va essayer. Un roman que je voulais lire depuis un bon bout de temps, c'est The Witch and the Tsar, c'est de Olesya Salnikova-Gilmore et c'est une réécriture de Baba Yaga. On est en Russie à l'époque du tsar Ivan le Terrible ou dans ce coin-là. Et notre personnage principal, le Yaga, qui doit être Baba Yaga, est ami avec la future tsarine ou la tsarine. Elle se voit appelée à Moscou et Ivan, il est quand même assez terrible, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose derrière tout ça? Et il doit falloir qu'elle sauve le monde. Mais c'est la Russie, c'est le conte de Baba Yaga, donc ouais, ça me tente plus. Le prochain roman, on me l'avait vendu comme un truc saphique et un truc qui me ferait pleurer, en plus avec un contexte de guerre et d'événements traumatisants. T'sais. Les gens, ils savent comment faire quand même pour me faire craquer, ils me connaissent. Si je lis derrière, là, saphique, je vois pas vraiment, mais c'est l'histoire d'un jeune soldat en Toscane en 1944. Il va se retrouver dans un cellier et il va rencontrer une femme qui s'appelle Evelyn Skinner. Elle est historienne ou historienne de l'art et elle veut sauver des œuvres en plein pendant la guerre. Il va retourner à Londres, retourner à sa vie et un jour, il va recevoir un héritage et il le sait, il doit retourner en Toscane. Moi, juste ça me semble extrêmement intriguant. Il y a de l'art, la période un peu tourmentée. Puis en plus, on m'a dit que je verserais toutes les larmes de mon corps. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Le prochain, c'est une romance.
Ça s'appelle Dating Dr. Dill et je l'ai pris au départ parce que je l'avais vu chez Kayla de Books and Lala et je pensais que c'était Dr. D-I-C-K. Je trouvais ça vraiment très très drôle, mais non, je peux penser que c'est ça dans ma tête. Si je regarde derrière, je suis pas capable de déterminer si c'est deux personnes qui se détestent qui vont tomber en amour ou si c'est une fausse romance. Fake dating? Mais en gros, on a une femme qui veut trouver l'amour, mais qui ne sait pas tant comment s'y prendre. Tu sais, les applications, ça l'intéresse pas pantoute. Et un jour, son père, il dit « Écoute, je vais vendre la maison de ta mère qui est décédée, je sais pas pourquoi. » Et elle lui dit « Bon, ben, si je me fiance dans 4 mois, là, tu me donnes la maison. » C'est tellement bâtard comme histoire que ça peut être intéressant. De l'autre côté, on a un médecin qui veut construire un centre de santé communautaire et il a besoin de sous pour ça. Et il y a genre un show sur YouTube ou à la télé, en tout cas. Il essaie d'avoir une plateforme pour ramasser des sous et il y a eu une engueulade avec cette fille-là qui va devenir virale et ça va être ça. C'est de Nisha Sharma et cette femme, elle m'a plu tout de suite parce que son chat s'appelle Lizzie Bennett. C'est une femme de goût, définitivement. Un roman qui a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, c'est Homegoing de Yagyasi. Je sens que je le prononce pas comme il faut, mais c'est l'histoire de deux sœurs au Ghana. On est au 18e siècle, elles vivent dans des villages différents. L'une des deux sœurs va être enlevée par la traite des Noirs pour être amenée aux États-Unis comme esclave et l'autre va rester au Ghana. Et c'est plus tard les descendants de ces deux femmes-là que nous allons suivre et voir qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est une histoire intergénérationnelle, ça ne peut être que touchant. C'est des sujets qui me font toujours un peu peur, sauf que là, je l'ai tellement vu partout, je l'ai tellement vu se faire apprécier partout, que je me dis que ça doit être quand même accessible. Et là, je dis pas ça par snobisme, ce n'est pas du tout un défaut que d'être accessible, ça veut dire que plein de gens peuvent aimer, donc possiblement moi. Bon, avant de passer au livre de mes box littéraires, je vais vous montrer les quelques graphiques BD manga. Je n'ai vraiment pas beaucoup là. J'ai acheté au Japon le tome 1 de Nana en japonais. On s'entend, je ne serai jamais capable de le lire, mais c'est un des premiers mangas que j'ai lu, donc je trouvais que c'était un très très beau souvenir. Tantôt, je l'ai ouvert là, puis j'ai réussi à lire un mot. J'étais fière de moi. Il était écrit en hiragana. Sauf que c'est vraiment pas le cas de tout le manga, donc on oublie ça. Vous voyez là? Ici, je pense que c'est écrit arigato, mais il y a un caractère de plus. Peut-être que c'est pas ça du tout. En ce côté bande dessinée, j'ai ici Les Matins doux, c'est de Simone de Beauvoir et de Nelson Algren, et c'est adapté en BD par Ingrid Chabert et par Anne-Perrine Couet. Ça nous raconte l'histoire de Simone de Beauvoir qui arrive aux États-Unis en 1947. Elle a le numéro de téléphone de Nelson Algren, qui est un écrivain américain. Ils vont tomber follement amoureux et ils vont écrire tous les deux leurs œuvres majeures. C'est ce que ça va nous raconter. Et si je vous montre... Oh, ok, je vous montrerai pas ça. Oh, ok, ok. Je vais vous montrer une image montrable. Ça peut avoir l'air de ça comme image. Et la prochaine bande dessinée, c'est Ce que le jour doit à la nuit, c'est d'après le roman de Yasmina Khadra, et ça a été adapté par Stella Laurie et Marion Duclos. Ce roman-là, c'est l'histoire de Younes, qui est un petit Algérien de 10 ans, mais qui peut être white passing. Il est adopté par son oncle après la déchéance de son papa qui était paysan. On est dans les années 30, on est en Algérie, et ce jeune garçon-là va avoir un peu un choc des cultures. Il va découvrir son pays, il va apprendre à l'aimer, mais il est dans un monde de colons. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, j'ai pas lu le roman, mais je vais commencer par la bande dessinée. Ouais, ça m'arrive des fois. I'm weird. On a donc terminé la plus grande partie de mon book haul et on va passer aux box littéraires. Si ça vous intéresse pas, que vous voulez vous en aller, mais que vous voulez m'écrire quelque chose quand même, mettez-moi un truc rose en emoji parce que je suis habillée en rose et on va y aller avec les romans que je ne sais pas c'est quoi. On va commencer avec Darker by Four et c'est de June C.L. Tan. Si je vous montre le roman, on est comme ça ici. On a du magnifique jaspage de tous les côtés. C'est vraiment très beau. Si j'enlève la jaquette, le roman ressemble à ça ici. Et à l'intérieur, c'est clair qu'il y a des personnages. Là, Fairy Loot, il trippe sur les personnages à l'intérieur. Et oui, en effet, il y en a 3 en plus. Il y en a 3. Oh, il y a un tori. Checkez, il y a un tori. C'est peut-être au Japon. L'autre page, elle ressemble à ça. J'aime mieux. Ça, j'aime mieux. De quoi ça parle? Je sais pas si c'est au Japon. En fait, je sais pas c'est où.
Mais on a deux personnages principaux, Rui qui semble être un exorciste en entraînement et ce personnage-là veut venger la mort de sa mère. Her, ça veut dire que c'est une fille. Et on a Yiran qui est né dans une famille très très riche, mais c'est le mouton noir parce qu'il n'a pas de magie. À un moment donné, tout le pouvoir de la jeune fille va s'en aller à Yiran. Elle panique un peu, lui il est plutôt content, mais là il semble avoir des forces sombres qui mettent tout en péril. Ça parle de pacte avec un étranger mystérieux et de dieux qui ne veulent pas être trouvés. En fait, il manque de contexte pour savoir si j'ai le goût de le lire, oups, et même de quoi ça parle. Mais il est beau, il est beau. Le prochain roman, je vous l'ai peut-être déjà montré, il me semble que ça me dit de quoi. Ça s'appelle Evocation by de S.T. Gibson. C'est celle qui a écrit A Diary of Blood, qui est là, que je n'ai pas lu, mais que mon amie Mamaki ne cesse de me harceler parce qu'elle dit que c'est sûr que je vais aimer ça. Puis moi, ben, parce que j'ai l'esprit de contradiction, je le lis pas. Ici, on a le roman qui a l'air de... Ça ici, c'est une main, une drôle de main, et ça ressemble à ça. À l'intérieur, si on enlève la jaquette, ah, on a des personnages, mais c'est pas si pire. Ça va. Et il est comme ça. À voir la couverture, je pensais qu'elle allait être question de tarot, mais non. On parle quand même de family curse, de malédiction familiale, et ça menace la vie de David, qui est médium. Et là, il n'a pas le choix, il doit se retourner vers son ex-petit copain qui est sorcier, qui s'appelle Reese. Mais ça signifie qu'il va devoir aussi dealer avec la femme de Reese, qui s'appelle Moira, et qui est astrologue. Ça doit vouloir dire qu'on a un personnage bi. J'imagine. Ils vont donc être pris dans un Boston magique plein de secrets de famille et de sociétés secrètes. Ça me plaît plus. Ça me plaît plus. C'est l'idée de Boston. Je suis allée. J'aime ça, lire des romans d'endroits où je suis allée. Je sais pas si ça paraît. J'ai ici The Sins on Their Bones, c'est de Laura R. Samotin et c'est le dernier roman de la All Crate adulte. J'ai cancellé là. Parce que tu sais, je me disais, tant qu'à avoir un tas de livres que je lis pas, autant qu'ils soient vraiment beaux pis qu'ils aient toutes des sprayed edges. Je vous l'ai dit que j'avais un problème. Par contre ici, la couverture, si on regarde, elle est quand même très très belle. Un hardback qui ressemble à ça avec un type d'écriture que je ne connais pas, inculte je suis, et les sempiternels personnages à l'intérieur. Maintenant, de quoi ça parle? Ça a l'air pas mal. Donc, c'est inspiré du folklore juif au 19e siècle, c'est situé en Europe de l'Est. Ça me tente. On parle de queer dark fantasy et c'est deux hommes qui étaient mariés qui ne se parlent plus. Il y a aussi un espion et une guerre civile. Ouais, ça peut me tenter. Faut juste pas que ce soit trop dark, que ce soit trop malsain. We'll see. J'ai reçu également un roman de Catherine Arden, c'est celle qui a écrit la série The Bear and the Nightingale, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, qui était remplie de folklore russe. Et j'avoue que j'avais même pas remarqué que c'était Catherine Arden parce que j'aime pas tant la couverture, en fait je la trouve un peu ordinaire. Ah, c'est doux. Doux. Par contre, à l'intérieur, il y a des violons et pas de personnages et des violons. Musique. Oh! De quoi ça parle? On a donc une jeune infirmière, c'est la fin de la guerre 14-18 et elle reçoit toutes les choses de son frère qui serait mort au combat, mais dans sa tête il y a quelque chose qui accroche, elle va retourner en Belgique et là elle va entendre des rumeurs à propos de tranchées qui sont hantées et d'un hôtelier qui serait capable de faire oublier les horreurs de la guerre aux survivants. Donc, bien entendu, elle se demande est-ce que mon frère n'est pas tombé sous le pouvoir de cet homme-là? Et là, c'est encore attaqué. Ah, c'était janvier 1918. Elle n'était pas finie la guerre. À l'achevée, mais n'était pas finie. Il y a des fantômes avec les vivants et elle va tenter de retrouver son frère. Ah, mais pourquoi j'ai pas regardé ça avant? Ça me tente. Ça me tente vraiment. Il parle de roman de guerre avec une twist de fantaisie. Oui, ça peut être pour moi. J'aime ça les romans de guerre, j'aime ça parce que les grands sentiments et les grandes déclarations, on dirait que c'est beaucoup plus crédible quand tu sais que n'importe qui peut mourir demain. Genre, tu veux pas perdre de temps? Puis en plus, moi, savoir que c'est la dernière fois que je vois quelqu'un ou que c'est la dernière fois que je fais quelque chose, ça me brise le cœur à chaque fois. Ça serait mon pire cauchemar. Donc, bizarrement, ça vient me chercher. Et c'est le dernier de mes oublis et c'est A Tempest of Tea. C'est de Hafsa Faisal. C'est encore un très très beau roman. C'est vraiment très très joli. Si j'ouvre à l'intérieur, ça ressemble à ça ici.
Mais je sais pas si vous voyez là, il n'y a aucun résumé. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai dû me rabattre sur la petite carte de Fairy Loot qui disait que ça se situait dans un Londres des années 1920, très très magique avec des histoires de vampires dans tout ça. On parle de enemies to lovers, il y a des sociétés secrètes, beaucoup de tasses de thé et notre personnage principal semble être une misfit, donc une petite malfaitrice. Très hâte de voir ce que ça va donner. Et celui-ci, j'ai vu qu'il sortait très bientôt en français et le livre était super beau. Je me rappelle plus chez qui, mais il était beau. Il y en reste juste 2. Celui-ci, c'est A Feather So Black de Lyra Celine. C'est encore une fois un très beau livre. J'aime ça, ces couleurs-là. Je trouve ça très beau. Et on a un beau jaspage avec également des fleurs ici. Et si je regarde la couverture, regardez devant, regardez derrière, ça sent la réécriture du Lac des Cygnes. Allons voir. Le hardback est comme ça. Et si on ouvre, en effet, ça sonne Lac des Cygnes. Finalement, non. Ça a l'air de la romantasy, avec des fées. En fait, on a un personnage principal qui s'appelle le Fia, qui est une des rares changelings du royaume parce que les filles sont parties, ils ont fermé la porte puis ils l'ont laissé en arrière parce que je le sais pas, mais ils sont partis avec la fille de la reine qui s'appelle Eala. Et là, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir et Fia va devoir aller chercher la fille qui est disparue avec son ami d'enfance, qui doit être celui-là, qui est aussi le fiancé de la fille qui a disparu, mais elle, j'imagine qu'elle aime lui. Puis là, il va avoir un méchant Dark Lord, fait que j'imagine qu'elle va tomber en amour avec les deux. Écoutez, il est beau. Ça peut plaire à beaucoup de gens, mais probablement pas à moi. C'est très risqué, ça. C'est très, très risqué. Et le dernier que je trouve magnifique, regardez celui-là, il est tellement beau. La couverture, c'est super beau. Regardez les petites abeilles, le thème du mois c'était Cottagecore. Je l'ai reçu cette semaine, c'est pour ça que je m'en souviens. Et les pages de garde, bien entendu, il y a des personnages, mais regardez si c'est beau, ça passe. Ça fait très mucha. Trouvez-vous que ça fait mucha? Le hardback, quant à lui, ressemble à ça ici. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Checkez ça, ça va être l'histoire d'une Honey Witch. Je suis devin. C'est fou! Oh, ça a l'air queer. Donc, on a une jeune fille qui a toujours préféré la compagnie des esprits de la nature à celle des hommes. Et un jour, elle va avoir une opportunité, celle de devenir une Honey Witch. Sauf que tout ça, ça vient avec un prix. Il n'y a personne qui puisse tomber amoureux d'une Honey Witch. Va arriver dans son domaine Lottie, qui est une sceptique qui ne croit pas à la magie. Et notre personnage principal, Marigold, va se mettre en tête de lui prouver que la magie existe et... sait-on jamais. Mais elle n'a pas le droit de tomber amoureuse et personne ne peut l'aimer. Psychodrame. Ça pourrait me tenter. Un truc un peu quasi, ouais, puis je vous ai pas montré la dernière page, ça ressemble à ça. Peut-être, puis c'est tellement beau, cette couverture-là. Bon, incredible, we're done. J'ai terminé, je vais pouvoir aller tout ranger ça dans les armoires. Ma mère va être ravie. Ouais, c'était ma mère, la certaine personne du début de la vidéo. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un petit emoji abeille, parce qu'elles sont trop choupinettes. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de mes récentes acquisitions. Vous avez le droit de me dire qu'il y en a beaucoup trop. Je sais, I know, je sais, guilty. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un pouce. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. J'essaie de faire des vidéos aux 2 semaines quand je ne suis pas trop paresseuse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!